Bonsoir, bonsoir, voyageuses, voyageurs. Ce soir, attention, on ne rigole pas avec l'amour. Ou plutôt, ça ne badine pas avec l'amour. Haha. Car en effet, je suis en train de lire les nouvelles d'Alfred de Musset. Alors, Alfred de Musset, est-ce que je vous fais un petit résumé de l'auteur? Allez, oui, pour ceux qui nous rejoignent. Donc, Alfred de Musset, il vit une enfance vraiment tranquille. Il fait des études de droit et de médecine. Mais après, son goût pour le dessin et la littérature va complètement le dépasser et il commence à écrire ses premières pièces de théâtre en vers et des contes dramatiques. Alors, sa première comédie, en fait, elle est écrite en 1830. Elle s'appelle La Nuit vénitienne et c'est un échec cuisant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que après cet échec, en fait, vraiment la marotte de Alfred de Musset, ça va être d'écrire un théâtre qui est destiné à être lu et non pas joué. Presque, il déteste les comédiens. Parce que ce serait de leur faute, évidemment, si la pièce est un échec cuisant. Et bon, alors, du coup, Les Nouvelles, c'est vraiment un ouvrage qui est pas très connu d'Alfred de Musset, mais c'est pas non plus une œuvre mineure du tout. Elles sont plutôt assez bien écrites. Et par contre, Musset les écrit, oui, parce qu'il a besoin d'argent à cette époque-là, et son éditeur lui demande d'en écrire assez rapidement. Et elles vont paraître, en fait, dans la Revue des Deux Mondes. Alors, c'est un peu des tableaux de mœurs parisiens sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Et c'est un peu des autopsies du cœur. Et j'étais en train de vous lire la nouvelle Les Deux Maîtresses, où il y a un jeune homme qui s'appelle Valentin, qui courtise deux femmes, Madame de Parne et Madame Delaunay, et qui joue un peu sur les deux tableaux. Et là, j'étais vraiment en plein passage où il a fait un portrait, en fait, de Madame Delaunay, mais qui fait passer pour un portrait à la marquise. Et là, on voit en fait comment l'objet, en fait, dans l'amour, devient un prétexte pour tout. Je pense que vous avez déjà connu ce genre de situation où, je ne sais pas, vous allez vous disputer pour un prétexte, pour un savon, un porte-savon, de l'eau dans le porte-savon, par exemple, une poubelle, le pain pas acheté, voilà. Là, on est en plein là-dedans. Et dans le portrait, en fait, qu'a dessiné Valentin. Et tout au long de la nouvelle, vous allez voir, il y a des objets qui sont là pour rappeler l'objet de l'amour. Un mouchoir oublié, un portrait dessiné. Et voilà. Donc je vais reprendre la lecture là où j'en étais, dans Les Deux Maîtresses d'Alfred de Musset. Valentin attendit impatiemment, comme vous pouvez croire, que la contredanse fût finie. Ce moment désiré arriva enfin. Madame Delaunay retourna à sa place, et quoi qu'il fît pour l'approcher, il ne put lui parler. Elle ne semblait pas hésiter sur ce qui lui restait à dire, mais pensait comme elle le dirait. Valentin se faisait 1000 questions qui toutes aboutissaient au même résultat. Elle veut me prier de ne plus revenir chez elle. Une pareille défense, cependant, sur un aussi léger prétexte, le révoltait. Il y trouvait plus que du ridicule. Il y voyait ou une sévérité déplacée, ou une fausse vertu prompte à se faire valoir. C'est une bégueule ou une coquette, se dit-il. Voilà, madame, comment on juge à 25 ans. Madame Delaunay comprenait parfaitement ce qui se passait dans la tête du jeune homme. Elle l'avait bien un peu prévu, mais en le voyant, elle perdait courage. Son intention n'était pas tout à fait de défendre sa porte à Valentin. Mais tout en n'ayant guère d'esprit, elle avait beaucoup de cœur, et elle avait vu clairement le matin qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie et qu'elle allait être attaquée. Les femmes ont un certain tact qui les avertit de l'approche du combat. La plupart d'entre elles s'y exposent, ou parce qu'elles se sentent sur leur garde, ou parce qu'elles prennent plaisir au danger. Les escarmouches amoureuses sont le passe-temps des belles oisives. Elles savent se défendre et ont, quand elles veulent, l'occasion de se distraire. Mais Madame Delaunay était trop occupée, trop sédentaire. Elle voyait trop peu de monde. Elle travaillait trop aux ouvrages d'aiguille qui laissent rêver et font quelquefois rêver. Elle était trop pauvre, en un mot, pour se laisser baiser la main. Non pas qu'aujourd'hui elle se crût en péril, mais qu'allait-il arriver demain si Valentin lui parlait d'amour, et si après-demain elle lui fermait sa maison, et si le jour suivant
Elle s'en repentait. L'ouvrage irait-il pendant ce temps-là? Y aurait-il le soir le nombre de points voulus? Mais qu'allait-on dire en tout cas? Une femme qui vit presque seule est bien plus exposée qu'une autre. Ne doit-elle pas être plus sévère? Madame Delaunay se disait qu'au risque d'être ridicule, il fallait éloigner Valentin avant que son repos ne fût troublé. Elle voulait donc parler, mais elle était femme, et il était là. Le droit de présence est le plus fort de tous et le plus difficile à combattre. Dans un moment où tous les motifs que je viens d'indiquer brièvement se représentaient à elle avec force, elle se leva. Valentin était en face d'elle, et leurs regards se rencontrèrent. Depuis 1 heure, le jeune homme réfléchissait seul, à l'écart, et lisait aussi de son côté, dans les grands yeux de Madame Delaunay, chaque pensée qu'il agitait. À sa première impatience avait succédé la tristesse. Il se demandait si, en effet, c'était là une prude ou une coquette. Et plus il cherchait dans ses souvenirs, plus il examinait le visage timide et pensif qu'il avait devant lui, plus il se sentait saisi d'un certain respect. Il se disait que son étourderie était peut-être plus grave qu'il ne l'avait cru. Quand Madame Delaunay vint à lui, il savait ce qu'elle allait lui demander. Il voulait lui en éviter la peine, mais il la trouva trop belle et trop émue, et il aima mieux la laisser parler. Ce ne fut pas sans trouble qu'elle s'y décida et qu'elle en vint à tout expliquer. La fierté féminine en cette circonstance avait une rude atteinte à subir. Il fallait avouer qu'on était sensible et cependant ne pas le laisser voir. Il fallait dire qu'on avait tout compris et cependant paraître ne rien comprendre. Il fallait dire enfin qu'on avait peur. Dernier mot que prononce une femme. Et la cause de cette crainte était si légère. Dès ses premières paroles, Madame Delaunay sentit qu'il n'y avait pour elle qu'un moyen de n'être ni faible, ni prude, ni coquette, ni ridicule, c'est d'être vraie. Elle parla donc et tout son discours pouvait se réduire à cette phrase. « Éloignez-vous, j'ai peur de vous aimer. » Quand elle se tut, Valentin la regarda à la fois avec étonnement, avec chagrin et avec un inexprimable plaisir. Je ne sais quel orgueil le saisissait. Il y a toujours de la joie à se sentir battre le cœur. Il ouvrait les lèvres pour répondre et sans réponse lui venait en même temps. Il s'enivrait de son émotion et de la présence d'une femme qui osait lui parler ainsi. Il voulait lui dire qu'il l'aimait. Il voulait lui promettre de lui obéir. Il voulait lui jurer de ne jamais la quitter. Il voulait la remercier de son bonheur. Il voulait lui parler de sa peine. Enfin, 1000 idées contradictoires, 1000 tourments et 1000 délices qui lui traversaient l'esprit. Mais au milieu de tout ça, il était sur le point de s'écrier malgré lui. « Mais vous m'aimez ?» Pendant toutes ces hésitations, on dansait un galop dans le salon. C'était la mode en 1825. Quelques groupes s'étaient lancés et faisaient le tour de l'appartement. La veuve se lança. Elle attendait toujours la réponse du jeune homme. Une singulière tentation s'empara de lui, et voyant passer la joyeuse promenade, « Eh bien, oui, dit-il, je vous le jure, vous me voyez pour la dernière fois. » En parlant ainsi, il entoura de son bras la taille de Madame Delaunay. Ses yeux semblaient dire « Cette fois encore, soyons amis, imitons-les. » Elle se laissa entraîner en silence, et bientôt, comme 2 oiseaux, ils s'envolèrent au bruit de la musique. Il était tard, et le salon était presque vide. Les tables de jeu étaient encore garnies, mais il faut savoir que la salle à manger du notaire faisait un retour sur l'appartement et qu'elle se trouvait alors complètement déserte. Les galopeurs n'allaient pas plus loin. Ils tournaient autour de la table, puis revenaient au salon.
Il arriva que lorsque Valentin et Madame Delaunay passèrent à leur tour dans cette salle à manger, aucun danseur ne les suivait. Ils se trouvèrent donc tout à coup seuls au milieu du bal. Un regard rapide jeté en arrière convainquit Valentin qu'aucune glace, aucune porte ne pouvait le trahir. Il serra la jeune veuve sur son cœur et, sans lui dire une parole, posa ses lèvres sur son épaule nue. Le moindre cri échappé à Madame Delaunay aurait causé un affreux scandale. Heureusement pour l'étourdie, sa danseuse se montra prudente. Mais elle ne put se montrer brave en même temps, et elle serait tombée s'il ne l'avait retenue. Il la retint donc, et en rentrant au salon, elle s'arrêta, appuyée sur son bras, pouvant à peine respirer. Que n'eût-il pas donné pour pouvoir compter les battements de ce cœur tremblant? Mais la musique cessait, il fallut partir, et quoi qu'il pût dire à Madame Delaunay, elle ne voulut point lui répondre. Notre héros ne s'était pas trompé lorsqu'il avait craint de compter trop vite sur l'indolence de la marquise. Il était encore le lendemain, entre la veille et le sommeil, lorsqu'on lui apporta un billet à peu près conçu ainsi. « Monsieur, je ne sais qui vous a donné le droit de m'écrire dans de pareils termes. Si ce n'est pas une méprise, c'est une gageure ou une impertinence. Dans tous les cas, je vous renvoie votre lettre qui ne peut pas m'être adressée. » Encore tout plein d'un souvenir plus vif, Valentin se souvenait à peine de sa déclaration envoyée à Madame de Parne. Il relut 2 ou 3 fois le billet avant d'en comprendre clairement le sens. Il en fut d'abord assez honteux et cherchait vainement quelque réponse qu'il pouvait faire. En se levant et en se frottant les yeux, ses idées devinrent plus nettes. Il lui sembla que ce langage n'était pas celui d'une femme offensée. Ce n'était pas ainsi que s'était exprimée Madame Delaunay. Il relut la lettre pour qu'on la lui renvoyait et il ne trouva rien qui méritât tant de colère. Cette lettre était passionnée, folle peut-être, mais sincère et respectueuse. Il jeta le billet sur sa table et se promit de ne plus y penser. De pareilles promesses ne se tiennent guère. Il n'y aurait peut-être plus pensé, en effet, si le billet, au lieu d'être sévère, eût été tendre ou seulement poli. Car la soirée de la veille avait laissé dans l'âme du jeune homme une trace profonde. Mais la colère est contagieuse. Valentin commença par essuyer son rasoir sur le billet de la marquise, puis le déchira et le jeta à terre. Puis, il brûla sa déclaration. Puis il s'habilla et se promena à grands pas par la chambre. Puis il demanda à déjeuner et ne put ni boire ni manger. Puis enfin, il prit son chapeau et s'en fut chez Madame de Parne. On lui répondit qu'elle était sortie. Voulant savoir si c'était vrai, il répondit « C'est bon, je le sais ». Et il traversa lestement la cour. Le portier courait après lui lorsqu'il rencontra la femme de chambre. Il aborda celle-ci, la prit à l'écart et sans autre préambule lui mit un louis dans la main. Madame de Parne était chez elle. Il fut convenu avec la servante que personne n'aurait vu Valentin et qu'on l'aurait laissé passer par mégarde. Il entra là-dessus, traversa le salon et trouva la marquise seule dans sa chambre à coucher. Elle lui parut, s'il faut tout dire, beaucoup moins en colère que son billet. Il lui fit pourtant, vous vous y attendez, des reproches de sa conduite et lui demanda d'un air naturel... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Il lui demanda fort sèchement par quel hasard il était entré ainsi. Il répondit d'un air naturel qu'il n'avait point rencontré de domestique pour se faire annoncer et qu'il venait offrir en toute humilité les très humbles excuses de sa conduite. « Et quelles excuses en pouvez-vous donner » demanda Madame de Parne. Le mot de méprise qui se trouvait dans le billet revint par hasard à la mémoire de Valentin. Il lui sembla plaisant de prendre ce prétexte et de dire ainsi la vérité. Il répondit donc que la lettre insolente dont se plaignait la marquise n'avait pas été écrite pour elle et qu'elle lui avait été apportée par erreur.
Persuader une pareille affaire n'était pas facile comme bien vous pensez. Comment peut-on écrire un nom et une adresse par méprise ? Je ne me charge pas de vous expliquer par quelle raison Madame de Parne crut ou feignit de croire à ce que Valentin lui disait. Il lui raconta, du reste, plus sincèrement qu'elle ne le pensait, qu'il était amoureux d'une jeune veuve, que cette veuve, par le hasard le plus singulier, ressemblait beaucoup à Madame la Marquise, qu'il la voyait souvent et qu'il l'avait vue la veille. Il dit en un mot tout ce qu'il pouvait dire en retranchant le nom et quelques petits détails que vous devinerez. Il n'est pas sans exemple qu'un amoureux novice se serve de fables de ce genre pour déguiser sa passion. Dire à une femme qu'on en aime une autre, qui lui est semblable en tout point, c'est à la rigueur un moyen romanesque qui peut donner le droit de parler d'amour. Mais il faut, je crois, pour cela, que la personne auprès de laquelle on emploie de pareils stratagèmes y mette un peu de bonne volonté. Fût-ce ainsi que la marquise l'entendit, je l'ignore. La vanité blessée plutôt que l'amour avait amené Valentin. Plutôt que l'amour, la vanité flattée apaisa Madame de Parne. Elle en vint même à faire au jeune homme quelques questions sur sa veuve. Elle s'étonnait de la ressemblance dont il lui parlait. Elle serait, disait-elle, curieuse d'en juger par ses yeux. « Quel est son âge » demanda-t-elle. « Est-elle plus petite ou plus grande ? A-t-elle de l'esprit ? Où va-t-elle ? Est-ce que je ne la connais pas ?» À toutes ces demandes, Valentin répondait autant que possible la vérité. Cette sincérité de sa part avait à chaque mot l'air d'une flatterie détournée. « Elle n'est ni plus grande, ni plus petite que vous, disait-il. Elle a, comme vous, cette taille charmante, et comme vous, ce pied incomparable, et comme vous, ces beaux yeux pleins de feu. » La conversation sur ce ton ne déplaisait pas à la marquise. Tout en écoutant d'un air détaché, elle se mirait du coin de l'œil. À dire vrai, ce petit manège choquait horriblement Valentin. Et il ne pouvait comprendre cette demi-vertu ou cette demi-hypocrisie d'une femme qui se fâchait d'une parole franche et qui ne s'en laissait compter à personne à travers une gaze. En voyant les œillades que la marquise se renvoyait à elle-même dans la glace, il se sentait l'envie de lui dire tout, le nom, la rue, le baiser du bal, et de prendre ainsi sa revanche complète sur le billet qu'il avait reçu. Une question de Madame de Parne soulagea la mauvaise humeur du jeune homme. Elle lui demanda d'un air railleur s'il ne pouvait du moins lui dire le nom de baptême de sa veuve. « Elle s'appelle Julie », répliqua-t-il sur le champ. Il y avait dans cette réponse si peu d'hésitation et tant de netteté que Madame de Parne en fut frappée. « C'est un assez joli nom, dit-elle, et la conversation tomba tout d'un coup. Il arriva alors une chose peut-être difficile à expliquer et peut-être aisée à comprendre. Dès que la marquise crut sérieusement que cette déclaration qui l'avait choquée n'était réellement pas pour elle, elle en fut surprise et presque blessée. Soit que la légèreté de Valentin ici sembla trop forte, s'il en aimait une autre, soit qu'elle regretta d'avoir montré de la colère mal à propos, elle devint rêveuse, et ce qui est étrange en même temps, irritée et coquette. Elle voulut revenir sur son pardon, et tout en cherchant querelle à Valentin, elle s'assit à sa toilette, elle dénoua le ruban qui entourait son cou, puis le rattacha. Elle prit un peigne. Sa coiffure semblait lui déplaire. Elle refaisait une boucle d'un côté, en retranchait une de l'autre. Et comme elle arrangeait son chignon, le peigne lui glissa des mains et sa longue chevelure noire lui couvrit les épaules. « Voulez-vous que je sonne » demanda Valentin. « Avez-vous besoin de votre femme de chambre ?»« Ce n'est pas la peine, » répondit la marquise, qui releva d'une main impatiente ses cheveux déroulés et qui enfonça son peigne.
Je ne sais ce que font mes domestiques. Il faut qu'ils soient tous sortis, car j'avais défendu ce matin qu'on me laissât entrer personne. En ce cas, dit Valentin, j'ai commis une indiscrétion et je me retire. Il fit quelques pas vers la porte et allait sortir en effet, quand la marquise, qui tournait le dos et apparemment n'avait pas entendu sa réponse, lui dit « Donnez-moi une boîte qui est sur la cheminée ». Il obéit. Elle prit des épingles dans la boîte et rajusta sa coiffure. « À propos, dit-elle, et ce portrait que vous aviez fait ?»« Je ne sais où il est, répondit Valentin, mais je le retrouverai si vous me permettez et je vous le donnerai lorsque je l'aurai retouché. » Un domestique vint, apportant une lettre à laquelle il fallait une réponse. La marquise se mit à écrire. Valentin se leva et entra dans le jardin. En passant près du pavillon, il vit que la porte en était ouverte. La femme de chambre qu'il avait rencontrée en arrivant y essuyait les meubles. Il entra, curieux d'examiner de près ce mystérieux boudoir qu'on disait délaissé. En le voyant, la servante se mit à rire avec cet air de protection que prend tout laquais après une confidence. C'était une fille jeune et assez jolie. Il s'approcha d'elle délibérément et se jeta sur un fauteuil. « Est-ce que votre maîtresse ne vient pas quelquefois ici ?» demanda-t-il d'un air distrait. La soubrette semblait hésiter à répondre. Elle continuait à ranger. En passant devant la chaise longue de forme moderne dont je vous ai, je crois, parlé, elle dit à demi-voix « Voilà le fauteuil de madame. » « Et pourquoi, reprit Valentin, madame dit-elle qu'elle ne vient jamais ?»« Monsieur, répondit la servante, c'est que l'ancien marquis, ne vous déplaise, a fait des siennes dans ce pavillon. Il a de mauvais renom dans le quartier. Quand on y entend du tapage, on dit c'est le pavillon de Parne. Voilà pourquoi madame s'en défend. » « Et qui vient faire madame ?» demanda encore Valentin. Pour toute réponse, la soubrette haussa légèrement les épaules comme pour dire « pas grand mal ». Valentin regarda par la fenêtre si la marquise écrivait encore. Il avait mis, tout en causant, la main dans la poche de son gilet. Le hasard voulut que dans ce moment, il fût dans la veine dorée. Un caprice de curiosité lui passa par la tête. Il tira un double louis neuf qui reluisait merveilleusement au soleil et dit à la soubrette « Cachez-moi ici ». D'après ce qui s'était passé, la soubrette croyait que Valentin n'était pas mal vu de sa maîtresse. Pour entrer d'autorité chez une femme, il faut une certaine assurance d'en être bien reçu. Et quand, après avoir forcé sa porte, on passe une demi-heure dans sa chambre, les domestiques savent qu'en penser. Cependant, la proposition était hardie. Se cacher pour surprendre les gens, c'est une idée d'amoureux et non une idée d'amant. Le double louis, quelque beau qu'il fût, ne pouvait lutter avec la crainte d'être chassé. Mais après tout, pensa la servante, quand on est aussi amoureux, on est bien près de devenir amant. Qui sait, au lieu d'être chassé, je serais peut-être remerciée. Elle prit donc le double en soupirant et montra en riant à Valentin un vaste placard où il se jeta. « Où êtes-vous donc ?» demanda la marquise qui venait de descendre dans le jardin. La servante répondit que Valentin était sorti par le petit salon. Madame de Parne regarda de côté et d'autre, et comme pour s'assurer qu'il était parti. Puis, elle entra dans le pavillon, y jeta un coup d'œil et s'enfuit après avoir fermé la porte à clé. Vous trouverez peut-être, madame, que je vous fais un conte invraisemblable. Je connais des gens d'esprit, dans ce siècle de prose, qui soutiendraient très gravement que de pareilles choses ne sont pas possibles et que depuis la Révolution, on ne se cache plus dans un pavillon. Il n'y a qu'une réponse à faire à ces incrédules, c'est qu'ils ont sans doute oublié le temps où ils étaient amoureux. Dès que Valentin se trouva seul, il lui vint l'idée très naturelle qu'il allait peut-être passer là une journée. Quand sa curiosité fut satisfaite, et après qu'il eut examiné à loisir le lustre, les rideaux, les consoles, il se trouva avec un grand appétit vis-à-vis d'un sucrier et d'une carafe. Je vous ai dit que le billet du matin l'avait empêché de déjeuner.
Mais il n'avait en ce moment aucun motif pour ne pas dîner. Il avala 2 ou 3 morceaux de sucre et se souvint d'un vieux paysan à qui on demandait s'il aimait les femmes. « J'aime assez une belle fille, répondit le brave homme, mais j'aime mieux une bonne côtelette. » Valentin pensait au festin, dont, au dire de la soubrette, ce pavillon avait été témoin, et à la vue d'une belle table ronde qui occupait le milieu de la chambre, il aurait volontiers évoqué le spectre des petits soupers du défunt marquis. Qu'on serait bien ici, se disait-il, par une soirée ou par une nuit d'été, les fenêtres ouvertes, les persiennes fermées, les bougies allumées, la table servie. Quel heureux temps que celui où nos ancêtres n'avaient qu'à frapper du pied sur le parquet pour faire sortir de terre un bon repas. Et en parlant ainsi, Valentin frappait du pied. Mais rien ne lui répondait que l'écho de la voûte et le gémissement d'une harpe détendue. Le bruit d'une clé dans la serrure le fit retourner précipitamment à son placard. Était-ce la marquise ou la femme de chambre? Celle-ci pouvait le délivrer, ou du moins lui donner un morceau de pain. M'accusez-vous encore d'être romanesque si je vous dis qu'en ce moment il ne savait laquelle des deux il eût souhaité de voir entrer? Et ce fut la marquise qui parut. Que venait-elle faire? La curiosité fut si forte que toute autre idée s'évanouit. Madame de Parme sortait de table. Elle fit précisément ce que Valentin rêvait tout à l'heure. Elle ouvrit les fenêtres, ferma les persiennes et alluma 2 bougies. Le jour commençait à tomber. Elle posa sur la table un livre qu'elle tenait, fit quelques pas en fredonnant et s'assit sur un canapé. Que vient-elle faire? Se répétait Valentin. Malgré l'opinion de la servante, il ne pouvait se défendre d'espérer qu'il allait découvrir quelque mystère. Qui sait, pensait-il, elle attend peut-être quelqu'un. Je me trouverais jouer un beau rôle s'il arrivait un tiers. La marquise ouvrait son livre au hasard, puis le fermait, puis semblait réfléchir. Le jeune homme crut s'apercevoir qu'elle regardait du côté du placard. À travers la porte entrebâillée, il suivait tous ses mouvements. Une étrange idée lui vint tout d'un coup. La femme de chambre avait-elle parlé et la marquise savait-elle qu'il était là? Voilà, direz-vous, une idée bien folle et surtout bien peu vraisemblable. Comment supposer qu'après son billet, la marquise, instruite de la présence du jeune homme, ne l'eût pas fait mettre à la porte, ou tout du moins ne l'eût pas mis elle-même? Je commence, madame, par vous assurer que je suis du même avis que vous, mais je dois ajouter pour l'acquis de ma conscience que je ne me charge sous aucun prétexte d'éclaircir les idées de ce genre. Il y a des gens qui supposent toujours et d'autres qui ne supposent jamais. Le devoir d'un historien est de raconter et de laisser penser ceux qui s'en amusent. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il est évident que la déclaration de Valentin avait déplu à Madame de Parme, qu'il est probable qu'elle n'y songeait plus, et que selon toute apparence, elle le croyait parti, qu'il est plus probable encore qu'elle avait bien dîné et qu'elle venait faire la sieste dans son pavillon. Mais il est certain qu'elle commença par mettre un de ses pieds sur un coussin, puis qu'elle ferma doucement les yeux. Et il me paraît difficile, après cela, de ne pas croire qu'elle s'endormit. Valentin eut envie, comme dit Valmont, d'essayer de passer pour un songe. Il poussa la porte du placard. Un craquement le fit frémir. Valentin ne bougeait pas. N'entendant plus rien et n'ayant rien vu, Madame de Parme se rendormit. Le jeune homme avança sur la pointe du pied et le cœur palpitant, respirant à peine, il parvint, comme Robert le Diable, jusqu'à Isabelle assoupie. C'est le moment pour vous aussi, pour moi, de vous dire au revoir et de vous dire à très vite. Pour la continuité peut-être des nouvelles d'Alfred de Musset, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN et je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle nuit. À bientôt. Ciao, bye bye.